Salut à tous, c'est Michael pour la chaîne Plugin. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis étudiant, développeur et surtout passionné par la tech. En 2016, j'avais sorti une vidéo nommée Mon avis sur le MacBook Pro qui venait de sortir, qui était le modèle avec Touch Bar. J'avais émis pas mal de critiques à ce modèle, mais finalement, en février 2017, je m'en suis procuré un. Aujourd'hui, je m'en sers toujours comme ordinateur personnel. En 2016, j'avais émis ce constat. Apple mise gros sur le produit et montre qu'il va marquer l'histoire d'Apple. Et ce n'est pas rien parce que Apple a décidé de l'annoncer pour les 25 ans en fait de la production des ordinateurs portables d'Apple. J'avais dit qu'Apple voyait ça comme une révolution, comme une page tournante de l'histoire du MacBook, de l'histoire des ordinateurs portables. Bien j'avais faux puisque cette page tournante, elle se passe aujourd'hui. Depuis mes critiques sur le MacBook Pro de 2016, de nombreux modèles sont sortis en mise à jour silencieuse, corrigeant un par un les défauts que j'avais énumérés par rapport au MacBook Pro de 2016. Et ce 10 novembre 2020, Apple a annoncé une nouvelle version de ces MacBook Pro. À première vue, ils paraissent aussi sans saveur puisque de la façon extérieure, ils ressemblent exactement au modèle de 2016. Mais en réalité, les trois modèles qui ont été annoncés par Apple ce jour-là, le MacBook Air, le MacBook Pro 13 pouces et le Mac Mini, ont tous un point commun, vecteur de la présentation du 10 novembre, la nouvelle puce Apple M1. Avec cette nouvelle puce M1, il y a beaucoup de choses à dire puisque cette puce entame la transition vers le nouveau processeur Apple Silicon. Apple va donc quitter Intel, qu'il utilise depuis 2006 pour toute sa ligne de Mac, et va progressivement, pendant 2 ans, tous les remplacer vers des nouveaux processeurs de série M. Alors on va voir ensemble dans cette vidéo qu'est-ce que ça veut dire et ce que je pense cette fois, non pas seulement du MacBook Pro 2020, mais de toute la gamme qui va en suivre après sur les processeurs Apple Silicon. Il faut savoir que du coup, cette transition vers les nouveaux processeurs Apple Silicon n'est pas la première transition dans l'histoire d'Apple. Historiquement, les Mac tournaient sur des processeurs Motorola. Ils sont ensuite passés sur des processeurs PowerPC et finalement ils sont passés du PowerPC vers Intel et aujourd'hui en 2020, on passe de Intel vers Apple Silicon. Alors à très juste titre, vous pouvez demander mais qu'est-ce que c'est que ce Apple Silicon puisque tous les autres étaient des plateformes plus ou moins connues, même si PowerPC a été principalement adopté par Apple. Il y a donc Motorola qui était un fabricant externe, Intel qui est un fabricant externe. Maintenant c'est Apple qui crée du coup son propre processeur. Et donc d'où est-ce qu'ils le sortent? Eh bien en fait il faut savoir bien sûr qu'ils ont un énorme savoir-faire puisque depuis l'iPhone 4 c'est eux qui fabriquent tous les SoC, donc les processeurs des iPhones. Pour tous les produits Apple en fait ils utilisaient déjà les processeurs Apple Silicon et donc il en restait un dans la gamme qui ne les utilisait pas, c'était les Mac. Et donc Apple a décidé aujourd'hui de faire cette transition, faire cette dernière transition, on va dire, entre guillemets, pour que tous les appareils Apple, y compris les ordinateurs, fixes ou portables, utilisent la même architecture. Donc en juin 2020, Apple a livré ce qui s'appelle un Developer Transition Kit, c'était Mac Mini avec un processeur d'iPad pour déjà préparer des applications à être natives. Donc ces applications vont arriver, ce qu'il faut bien comprendre bien sûr, c'est que du coup, puisque ce n'est pas un processeur Intel, eh bien les applications en théorie ne sont pas censées fonctionner. Heureusement, Apple a pensé à tout et comme durant la transition PowerPC Intel, ils ont ressuscité un projet qui s'appelle Rosetta avec une version 2.0. La version Rosetta 2 permet donc de traduire vos programmes sur Intel et de les exécuter sur un Mac Apple Silicon. Alors il y a une perte de performance d'environ 20%, c'est pas une solution définitive, c'est une solution qui est prévue pour que, en attendant que les développeurs aient tous le temps de recompiler leur programme pour Apple Silicon, les gens peuvent utiliser leur programme comme avant et on ne voit aucune différence, c'est-à-dire qu'on clique le programme, ça s'ouvre, c'est magnifique. Ce programme Rosetta 2 va fonctionner pendant environ 3 ans, donc les développeurs ont approximativement 3 ans pour tous passer leur programme sous Apple Silicon, ce qu'on estime parfaitement correct et comme délai. Pour les autres technologies, il y a Universal 2 qui est donc maintenant de retour, qui permet de ne pas oublier, vous, les utilisateurs Mac Intel actuels, c'est-à-dire que tous les nouveaux programmes ne seront pas incompatibles avec les anciens Intel. Universal 2 permet de compiler pour les deux en même temps et ça pour le coup c'est une solution permanente, c'est-à-dire que tous les nouveaux programmes qui vont sortir par la suite, même après 3 ans, pourront fonctionner sur Intel. Ce sera au choix des développeurs de supporter ou non les Intel, mais en tout cas ce sera possible, donc ça ne signifie pas un abondant immédiat des Intel, rassurez-vous de ce point de vue-là. Mais surtout les modèles Apple Silicon ont un avantage qui n'était absolument pas possible avant,
Désormais, tous les Mac Apple Silicon ont accès à l'App Store d'iOS et d'iPadOS, ce qui veut dire que vous pouvez installer tous vos jeux iPhone ou iPad favoris, Among Us, YouTube, Netflix. Les développeurs peuvent choisir de ne pas rendre leur application disponible sur le Mac, mais la grande majorité y sont disponibles, et donc si vous avez une application que vous aimez bien sur iPhone et que vous voulez avoir sur Mac, vous ouvrez l'App Store, vous cherchez son nom, et sur les Mac Apple Silicon, vous pouvez l'installer et l'ouvrir comme si c'était une application Mac native. Assez parlé de Apple Silicon en général, je pense qu'on a fait le tour, il faut parler maintenant de la bête, Apple M1. Cette variante particulière, la toute première Apple Silicon, qui précède bien évidemment soit la M1X, soit la M2, on n'est pas encore très sûr. En tout cas, c'est la première du nom, et il faut dire que pour une première génération, elle est très réussie. On y retrouve un total de 8 cœurs au niveau du processeur. Et donc il y a là-dedans 4 cœurs qui sont à haute performance et 4 autres cœurs qui sont à performance réduite mais haute économie d'énergie, donc bonne efficience. Si vous ne faites que consulter une page web lourde, il n'y aura qu'un seul cœur basse performance qui sera utilisé et du coup vous consommerez beaucoup moins de batterie. Si au contraire vous jouez à un jeu très intense, les 8 cœurs seront utilisés en même temps pour améliorer les performances de la machine, consommant à l'inverse plus de batterie bien évidemment. Mais comme vous pouvez le voir sur ce graphique, un M1 ne remplace pas directement un Intel, c'est-à-dire que le processeur, ce que concernait Intel, est ici dans la M1. Et vous voyez que tout autour, il y a d'autres composants. C'est parce que le M1 n'est pas un processeur, mais un SoC. Et là, c'est très important de comprendre cette différence. Un SoC, ça veut dire System on Chip. En fait, un SoC, c'est tous les composants d'un ordinateur qui sont compactés dans une seule et même puce. Vous avez donc votre processeur, mais vous avez aussi votre mémoire RAM, la mémoire vive du coup. Vous avez aussi les cœurs graphiques et vous avez aussi tout un nombre d'options supplémentaires que vous n'aviez pas avant, comme les réseaux neuronaux pour l'intelligence artificielle, des outils de décodage spécifiques. Vous avez un tas de paquets compactés qui sont disponibles dans ce M1 et qui servent à accélérer pas mal des tâches que vous faites au quotidien sans exploiter la puissance du CPU ou de la RAM ou d'autres composants que vous utiliseriez normalement sur un Intel. Il y a cette fois-ci des emplacements dédiés et surtout bien évidemment la partie la plus importante, il y a une Secure Enclave, ce qui veut dire que votre Mac sera enfin sécurisé au même niveau qu'un iPhone, ce qui n'était pas le cas vraiment avec les Intel. Donc par exemple pour localiser votre Mac, vous allez pouvoir effacer le Mac à distance et cette fois-ci personne ne pourra le déverrouiller ou contourner cette sécurité grâce à l'enclave de sécurité. Alors il faut bien comprendre du coup qu'est-ce que permet la puce Apple M1. Et bien la puce Apple M1 est optimisée en termes de performance par watt. C'est là que c'est important qu'on rentre un peu dans les détails techniques mais qui permet de comprendre toute la puissance de cette puce. Puisque ce qui compte, c'est pas seulement d'avoir de la puissance. Ce qui compte, c'est d'avoir un maximum de puissance pour un minimum d'énergie utilisée. Comme vous pouvez le voir sur ce graphique qui est assez flou, en fait, on n'a pas vraiment de données précises, mais pour une puissance maximale de 10 watts qui correspond au MacBook Air, vous voyez qu'on double les performances avec le M1 et que justement si on monte dans la puissance, le M1 va du coup bien au-delà des PC Intel les plus rapides du marché. Donc cette optimisation d'économie d'énergie permet du coup une autonomie de batterie qui est folle et des performances qui sont incroyables également. On va parler en premier du MacBook Air. Ce que vous devez retenir, c'est 18 heures d'autonomie. C'est littéralement le double que ce qui était proposé avant, donc on voit clairement à quoi sert la puce M1 dans le cadre du MacBook Air. L'autonomie est absolument sensationnelle, c'est-à-dire que 18 heures c'est du jamais vu pour un ordinateur portable de cette catégorie, qui est quand même la même finesse et du même poids qu'avant. Je tombe pas à la Red Bull, désolé, Léo2, je passe par là. Donc pour cette finesse et 18 heures d'autonomie, qu'est-ce que vous avez quand même? Vous avez des performances qui sont plus que tenables. En mettant la M1 dedans, moi je trouve que c'est un léger gâchis technologique parce qu'en fait la M1 est bien plus capable que ce que va pouvoir endurer le MacBook Air parce que le MacBook Air, le nouveau, n'a plus de ventilation. Parce qu'en effet, le M1 ne chauffe tellement pas lorsqu'il est utilisé dans une utilisation normale que le MacBook M1 n'a plus besoin de ventilateur pour être utilisé comme une machine quand même parfaitement puissante. C'est-à-dire que malgré ça, ça arrive au même niveau que les PC les plus haut de gamme, mais sans ventilation, donc c'est aussi silencieux qu'un iPad. Et ça peut quand même supporter 3 flux 4K simultanés dans Final Cut Pro. Donc rien que ça, c'est déjà beaucoup plus puissant que le mien, qui n'en supporte même pas un seul, qui est de sortir 2016. On est bien sur un haut de gamme qui peut faire concurrence à n'importe quel PC, même Ryzen ou Intel Core i9, simplement sur le MacBook Air, pas sur la durée. C'est-à-dire que si l'opération dure 2-3 heures, le MacBook Air va finir par chauffer et va devoir réduire ses performances pour éviter de fondre sur place, tout simplement.
Alors pourquoi avoir mis un M1 là-dedans? Tout simplement pour réduire les coûts de production, puisque du coup, les M1 ont pu être produits pour le Mac mini, le MacBook Pro et le MacBook Air. Il n'y a aucune différence entre tous ces modèles, c'est la même puce qui est fabriquée, et donc elle est fabriquée en plus large quantité, donc à des prix plus faibles. Alors attention, vous donnerez un petit détail sur le modèle d'entrée de gamme du MacBook Air. Le premier a un cœur graphique en moins GPU. Vous verrez qu'il n'y en a que 7 au lieu de 8 pour tous les autres modèles. Comment ça se fait? C'est tout simple. Quand vous fabriquez des processeurs ou des SoC, parfois il se peut qu'il y ait des défauts techniques à un peu large échelle. Et donc, un des cœurs, par exemple, ne fonctionne pas correctement ou n'a pas passé tous les tests de sécurité, donc en sachant que les tests sont très rigoureux. Parfois ils fonctionnent, parfois ils ne fonctionnent pas. Du coup, plutôt que de les jeter ou de tenter de les recycler, il faut savoir que les transistors c'est tellement petit, c'est gravé en 5 nanomètres. Apple s'est dit, c'est très simple, on va désactiver le cœur qui pose problème. Tous les autres ont passé les tests avec succès, donc les tests garantissant que ça va fonctionner sur la durée. Et donc ils désactivent le cœur qui ne marche pas, parce que ça c'est possible. Et du coup ça permet de vous vendre le même processeur, mais plutôt que de jeter ceux qui ont eu des légers défauts de fabrication, ils vous les vendent en fait avec la fiche technique pour tous les cœurs qui ont fonctionné et qui ont passé les tests. Et vous aurez les mêmes performances, la même fiabilité que sur les autres modèles. Si ça vous dérange vraiment, vous pouvez prendre le modèle qui est au-dessus, qui lui a bien les 8 cœurs graphiques, mais normalement vous ne devriez pas constater une différence sur un MacBook Air. Le prochain modèle dont on va parler, mais on va pas trop s'attarder dessus parce qu'Apple ne s'est pas non plus attardé dessus, c'est le Mac mini. Donc le Mac mini, il n'y a pas grand chose à dire parce que c'est le modèle sur lequel Apple a déjà pu s'entraîner en fait. Parce que le Developer Transition Kit qu'Apple a fourni aux développeurs en juin dernier, c'était un Mac mini tout simplement dans lequel ils avaient mis un processeur A12Z. Donc maintenant le M1, ils ont juste remplacé le A12Z par un M1, donc ils ont déjà un petit peu d'expérience avec, c'est probablement le Mac qui sera le plus fiable. Et donc le M1 s'intègre parfaitement bien sûr au form factor puisque le Mac mini est bien ventilé et c'est un fixe donc il utilise le maximum de la puissance. Le seul choix qu'on peut trouver un peu bizarre c'est pourquoi avoir mis des cœurs efficients dans le Mac mini en sachant que c'est un ordinateur fixe et que donc on peut monter bien au-delà en termes de puissance. Sans doute pour garder l'effet de surprise pour les prochains modèles, à savoir l'iMac ou les Mac Pro qui eux seront des modèles beaucoup plus intensifs, ou MacBook Pro 16 pouces. Et donc probablement qu'ils réservent un modèle beaucoup plus performant pour ces modèles-là et qu'ils se sont dit que le Mac mini ne méritait peut-être pas d'avoir les maximums de performance. Le M1 a largement les performances nécessaires pour alimenter un Mac mini. Il y a deux petits points regrettables. Le premier, c'est la disparition de la couleur gris sidéral pour ceux qui voulaient cette couleur, ce qui est d'autant plus incompréhensible que le Developer Transition Kit était en gris sidéral, donc maintenant vous ne trouverez que en argent, sauf pour les Intel, mais on va en venir juste après. Et deuxième point qui est fortement regrettable, c'est bien sûr la prise de contrôle du matériel par Apple, puisqu'un SoC contient tous les composants, comme on l'a dit, dans la même puce, il n'est plus possible d'ajouter de la mémoire vive, d'ajouter du stockage, de changer certains composants. Ce sera tout simplement plus possible parce que tout sera intégré dans la même puce que vous ne pouvez bien sûr pas changer puisqu'elle est soudée. Et bien sûr, le dernier Mac qui a été annoncé par Apple lors de cet événement, c'est le plus important, c'est le MacBook Pro 13 pouces. Le MacBook Pro 13 pouces est la perfection, l'incarnation de la perfection de ce que peut faire l'Apple M1. 20 heures d'autonomie, c'est donc plus que le MacBook Air parce que sa batterie est beaucoup plus grande. Malgré le fait qu'il utilisera beaucoup plus de puissance puisqu'il a un système de ventilation à l'intérieur et que donc les performances de la M1 seront au maximum, il préserve une autonomie plus qu'excellente. 20 heures, c'est quasiment un record pour un ordinateur portable pour les professionnels qui est capable, lui, d'aller beaucoup plus haut dans les performances qu'un MacBook Air et du coup beaucoup plus haut aussi que le reste des machines. C'est-à-dire que vraiment, il dévance plusieurs processeurs pour bureau. Il est plus rapide qu'un iMac de dernière génération configuré avec toutes les caractéristiques au maximum. On y notera simplement le retour de la touche échappe en physique, pourquoi pas, puisque vous savez, la Touch Bar avait éliminé la touche échappe, ce qui avait énervé un certain nombre de gens. Et la touche échappe est de retour cette fois, donc je ne sais pas exactement qu'est-ce qui a motivé ce choix, mais en tout cas Apple semble avoir entendu les différentes critiques. Et enfin, le dernier point, si vous vous souvenez bien, dans ma vidéo de 2016, j'avais soulevé un point critique extrêmement important pour moi. Écoutez ce que j'avais dit. Certes, il est portable, mais il n'est pas pratique, car ils ont équipé ce MacBook Pro de 2 pour le petit modèle et 4 pour le grand modèle, c'est-à-dire tous ceux qui sont équipés du Touch Bar, des ports Thunderbolt 3. Et en mettre que 4 sur un tel MacBook qui est censé être dans la gamme professionnelle, je trouve ça inadmissible de la part d'Apple. Le nouveau MacBook Pro M1 n'a que 2 ports maintenant sur toute la gamme, c'est-à-dire qu'il n'est plus possible d'avoir 4 ports USB-C, vous n'en aurez que 2 et une prise jack.
Alors sérieusement, là, j'ai pas compris quel était ce mouvement, enfin pourquoi n'en avoir mis que 2. Déjà que 4, je trouvais ça juste et je continue même aujourd'hui, après avoir acheté le MacBook Pro, malgré mes critiques, à trouver ça juste. Mais 2, c'est vraiment pas possible. C'est-à-dire que je mets mon chargeur, je mets mon iPhone et mon iPad, je le branche où? Bah, je peux pas. Ou même une carte mémoire. Hein. Je rappelle qu'il n'y a toujours pas de slot de carte mémoire, mais ça, on a bien compris qu'Apple n'avait pas changé de vie là-dessus. Mais les cartes mémoire, c'est toujours quelque chose que j'utilise. La preuve, il y en a une par exemple dans cette caméra que vous voyez juste ici. Je ne peux toujours pas brancher ma carte mémoire directement dedans. Je suis obligé de prendre un adaptateur. Je suis obligé d'accumuler des adaptateurs. Et avec 2 ports USB type C, je vois vraiment pas comment je peux mettre tous mes adaptateurs sur le même truc en même temps. Ceci étant dit, il y a sans doute une raison technique pour laquelle il n'y a que 2 ports USB type C, et on va y revenir tout de suite. Le M1, malgré tout ce qui semble presque parfait, a un gros défaut, quelque chose qu'il n'a pas réussi à garder d'Intel, et un héritage qu'il n'a pas réussi à obtenir et qui le pénalise maintenant très sévèrement, c'est l'accélération matérielle. Alors, Intel avait une technologie dans tous ses processeurs, hein, même les plus bas de gamme, une technologie d'accélération matérielle qui permet d'utiliser la mémoire vive pour rendre les ports beaucoup plus performants et du coup de pouvoir avoir des débits de transfert de données beaucoup plus rapides. Et bien malheureusement, l'Apple M1 n'a pas pu hériter de celui-là. Il a pu hériter du protocole Thunderbolt qui lui permet de garder le Thunderbolt 3 mais pas le Thunderbolt 4. Et la raison pour laquelle il n'a pas pu le conserver, c'est parce que justement il n'a pas d'accélération matérielle. Et ça entraîne un tas de conséquences qui sont très pénibles pour les professionnels, à savoir une mauvaise connectivité. Tout d'abord, sur tous les MacBook M1, il n'est plus possible d'utiliser de eGPU. Si vous ne savez pas ce que c'est une carte graphique que vous pouvez brancher en externe sur votre MacBook Pro, notamment, parce que les plus petits n'ont pas vraiment l'intérêt à faire ça, pour avoir de meilleures performances graphiques, pour pouvoir faire du montage ou pouvoir jouer à des jeux en bien meilleure qualité qu'avec la puce graphique qui est intégrée dans la petite machine. Donc un eGPU c'est gros, ça se met sur un bureau, c'est pas portable du tout, mais ça permet de jouer à des jeux extrêmement intensifs avec un ordinateur portable. C'est un peu une extension de puissance pour l'ordinateur portable, mais ça nécessite un transfert de données extrêmement élevé que n'est pas capable de fournir la M1 et donc absence totale de support des GPU. Bien sûr, ça aurait peut-être été possible avec des résolutions faibles, mais chez Apple, c'est la perfection absolue, donc tout ou rien. À défaut de pouvoir soutenir la meilleure qualité possible, le support du eGPU a été complètement retiré des MacBook M1. Bien sûr, l'absence du Thunderbolt 4, le nouveau protocole, absence du port de 10 gigabits par internet, donc ça concerne surtout le Mac mini qui dans sa variante Intel avait et a toujours un port 10 gigabits en internet, et le nouveau M1 n'est plus capable de le fournir, toujours à défaut d'une accélération matérielle. Plus important cette fois, le multi-écran 4K. Donc là, dans mon cas, je n'ai qu'un écran en haute définition HD, tout ce qui est le plus classique, mais certains professionnels ont besoin de 2 écrans, voire 3, en 4K. Eh bien, les Intel étaient capables de le fournir, les M1 ne peuvent plus le faire, donc c'est que un écran 4K maximum et 2 écrans haute définition classiques. Et bien sûr, il n'y a que 2 ports Thunderbolt 3 au lieu de 4 pour les modèles précédents, et du coup, forcément, les professionnels grognent, puisque le MacBook Pro a un sérieux manque de connectivité, et pareil pour le Mac mini. Le Mac mini a quand même 2 ports USB 3.0 classiques en plus, mais qui ne remplacent en rien les ports USB type C. Je continue de penser que 4 c'est trop limite, 2 c'est pas possible, et c'est la raison pour laquelle je ne l'achèterai pas, et pour le coup c'est une certitude, puisque je vais attendre le M2 qui lui devrait corriger pas mal de ces problèmes, et devrait en théorie, en tout cas je l'espère très sincèrement, parce que s'ils ne le font pas, je vais me poser beaucoup de questions sur l'avenir des professionnels dans la gamme d'Apple, une accélération matérielle. Finalement, on va parler de la nouvelle line-up du coup, très rapidement, donc faire un petit résumé. On a des baisses de prix qui sont assez conséquentes avec la M1, et ça fait plaisir à tout le monde bien sûr, puisque vous pouvez payer jusqu'à 1100 € moins cher votre MacBook par rapport à ce que ça coûtait en 2016. J'ai fait le calcul, mon MacBook Pro à moi a coûté 2799 en 2016. Le nouveau à configuration équivalente en coûte 1909, donc ça fait quand même des économies assez appréciables, et l'ensemble des modèles, donc MacBook Air, MacBook Pro et Mac mini sont concernés par ces baisses de prix, pour la simple et bonne raison qu'il n'y a plus de configuration de processeur possible. C'était ça qui gonflait particulièrement les prix, donc sur les MacBook Pro Air et les Mac mini, vous pouviez choisir un Intel Core i5, i5 avancé, i7, voire i9 pour les grands modèles. Et maintenant, c'est plus possible de choisir quel processeur vous voulez dedans, parce que c'est justement un SoC, tout est embarqué là-dedans. Vous n'avez pas le choix, vous avez directement le meilleur pour le prix de l'entrée de gamme. Et ça fait plaisir. Il y a un truc qui me tracasse beaucoup, et je pense que c'est un contrat qu'ils ont dû passer avec Intel, parce que je vois mal Apple faire ça nativement.
En fait, dans la line-up, il y a une sorte de glorification des Intel. Vous pourrez voir que les Intel sont toujours présents pour la gamme des Mac Mini et des MacBook Pro à des prix plus élevés. Et donc, pour le grand public qui ne connaît pas grand-chose, il voit Apple M1, Intel i5, i7, i9, en sachant que le i5, i7, i9 coûte beaucoup plus cher que le M1. Le grand public doit être confus et doit se dire que le Intel est meilleur en fait. Surtout que le Intel il le voit partout. Mais là ils sortent un M1 que le grand public ne connaisse pas et ils glorifient les Intel. Et ça j'ai pas très bien compris cette représentation. C'est-à-dire qu'ils les ont gardés, mais plutôt que de les proposer moins cher, parce que c'est ce qu'ils devraient faire à mon sens, ils les ont proposés plus cher, glorifiés, c'est-à-dire que dans la line-up, ils commencent par afficher du moins cher au plus cher, les M1 et ensuite les Intel. Donc on a l'impression que le meilleur du meilleur, c'est le dernier qui est en bas de la page. C'est les derniers Intel i7, alors qu'en fait, pas du tout. Hein. Celui-là est maintenant dépassé par le M1. Et donc cette position, je ne la comprends pas. Je pense que c'est Intel qui a demandé à rester encore présent pour les derniers modèles qu'ils vendent, histoire de espérer récupérer le dernier chèque d'Apple pour ça. Ça m'a frustré. Parce que moi je sais très bien que les M1 sont meilleurs et que tout le grand public doit acheter un M1. Je vous le dis maintenant, n'achetez en aucun cas un Intel maintenant. Parce que la décote va être vertigineuse. Là, les M1 ont devancé tous les Intel, y compris les PC fixes sur des ordinateurs portables, dont le MacBook Air. Donc les Intel vont avoir une décote absolument inimaginable. Vous n'allez même pas comprendre ce qui va se passer lorsqu'il va y avoir cette décote. Parce que quand les gens vont comprendre que le M1 est à des années-lumière de ce que fait Intel, personne ne va vouloir acheter un Intel en fait. Pourquoi acheter un Intel quand on peut acheter un M1 qui est moins cher? Voilà, concrètement c'est ça la logique et c'est ça qui va entraîner la décote vertigineuse des Intel. Et en plus de ça, d'ici 3 ans, a priori, toutes les mises à jour seront stoppées pour tous les Intel, même les modèles 2020 encore vendus actuellement, pour permettre d'achever la transition et d'enchaîner sur un système d'exploitation purement conçu pour les modèles Apple Silicon, donc M1, M2, M3, etc. Et d'abandonner complètement les Intel. Donc le Intel, très mauvais choix. Si vous avez acheté un Intel en 2019-2020, je vous avais dit de ne pas le faire. Plus sérieusement, je vous ai fait un graphe je vous le mets à l'écran actuellement. Je vous ai fait un graphe pour savoir à quel moment vous devez changer votre Mac Intel actuel en fonction du Mac Apple Silicon que vous voulez acheter, ou vous pouvez le dire inversement aussi. Donc la première ligne concerne Apple Silicon que vous devez acheter et la deuxième ligne concerne le modèle Intel actuel que vous possédez. Bien évidemment, si vous êtes sur un PC Windows, vous n'êtes pas concerné par ce tableau des transitions. Dans ce cas-là, vous prenez directement le modèle M1 sans vous poser de questions. Vous prenez en aucun cas Intel. Et en dessous, en fait, vous voyez à quel moment c'est le meilleur moment de vendre. Donc pour ceux qui ont des modèles assez anciens, vous pouvez le vendre comme bon vous semble parce que vous ne serez pas vraiment affecté par la décote. Pour ceux qui ont des modèles très récents, il faut les revendre le plus vite possible avant que la décote s'accentue et se casse la figure. C'est pour ça notamment, par exemple, que moi je vends 2 MacBook Pro, un 2012 et mon 2016 à moi, ainsi qu'un iMac 2012 également. On termine sur une note beaucoup plus positive que la vidéo que j'avais fait en 2016 puisque cette fois ce n'est que le début de la transition, ce n'est que le début d'une nouvelle ère pour l'histoire du Mac et donc il faut être indulgent avec ces nouveaux processeurs M1, un peu comme quand Apple était passé du PowerPC à Intel. Il y a eu la toute première génération des Intel qui étaient des Intel 32 bits et qui du fait que c'était des 32 bits avait de nombreuses lacunes qui ont été corrigées dans la génération juste après, en 64 bits. Donc là aussi, il faut être indulgent, l'accélération matérielle fait partie des inconvénients du M1 qui j'espère seront corrigés au M2. Pour la plupart des usages non professionnels, les M1 sont excellents, vous pouvez y aller. Pour les usages un peu plus professionnels, selon votre catégorie, vous aurez peut-être plus intérêt à attendre les M2 dans les modèles MacBook Pro 16 pouces et 14 pouces, ainsi que les iMac et le reste de la gamme. En sachant que du coup, ces 14 pouces et 16 pouces pour les MacBook Pro ainsi que les iMac devraient arriver d'ici juillet de 2021 et tout le reste de la gamme devrait être renouvelé d'ici fin 2022. Attention pour les professionnels, tous vos logiciels devraient être compatibles normalement avec ces nouveaux Apple M1 à l'exception des logiciels de virtualisation. Si vous utilisez Windows sur votre Mac, comme c'était le cas avant, soit avec Bootcamp, soit avec Parallel Desktop ou VMware ou VirtualBox, enfin il y a plusieurs logiciels qui existent pour ça, vous devez attendre parce que pour l'instant il n'y a aucune solution qui est prête. Bootcamp n'existera pas, c'est une certitude pour le moment puisque Windows n'est pas prêt à commercialiser une version ARM de son système d'exploitation. On ne peut donc que attendre Parallel Desktop qui est sur le coup et qui prépare un émulateur de processeur Intel pour pouvoir lancer des programmes Windows sur le Mac. Il existe déjà Crossover mais c'est pas encore complètement au point et ça ne permet pas d'exécuter des programmes avancés. Donc le mieux pour le moment, si vous avez besoin de ce genre d'usage avancé dont la virtualisation, attendez non pas forcément le M2, mais attendez surtout
qu'une solution soit déployée de manière massive et soit fonctionnelle. C'est le plus important. Sur ce, si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous, mettez un like, laissez un commentaire pour me dire ce que vous pensez de cette transition en général ou des nouveaux modèles, ça m'intéresse. Et sur ce, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Perfect.